J'aime sincèrement beaucoup ça quand un épisode reprend quelque chose qui m'avait gêné avant, en sachant l'exploiter bien, de façon très satisfaisante, et c'est le cas ici, donc je suis bien content pour cet épisode. Il est centré autour de Jafar, en tout cas en flashback, et c'était l'époque où il était enfant, juste avant de savoir que son père c'est le sultan. Il apprend de sa mère qui est mourante, hein, il a vraiment pas de chatte dans sa vie ce petit gars, et il se rend donc auprès du sultan vu que son père non biologique est mort lui aussi, et donc il n'y a plus que lui à aller voir, plus que le sultan, et en se présentant au sultan, le sultan arrive à le reconnaître légèrement, c'est-à-dire qu'il se souvient bien avoir rencontré sa mère, mais il n'arrive pas non plus à reconnaître, à le considérer vraiment comme un fils. C'est un peu un bâtard pour lui. Il a quand même de la reconnaissance pour sa mère. C'est pour ça qu'il décide de l'engager en tant que serviteur dans son palais, surtout auprès de son fils, son vrai fils légitime, qui n'est pas un bâtard lui. Mais il veut pas que Jafar l'appelle père et tout et tout. Donc ouais, c'est une situation un petit peu problématique pour Jafar qui a envie d'être reconnu, mais n'arrive pas à l'être vraiment. Donc ouais, le temps passe un petit peu et il se fait un peu remarquer lors d'une réunion avec des dirigeants d'autres pays qu'Agraba. Et ça plaît pas beaucoup à son père et à son demi-frère. Son demi-frère qui se la joue, mais vas-y que que je te claque pour pas me voir en baissant la tête et en osant prétendre que tu as le droit de me dire ton nom comme si c'était important pour moi, alors que c'est moi qui te le demande, ce qui est complètement débile. Mais bon, voilà, c'est histoire de dire, ah, nous sommes des cons, quoi. Nous sommes des trous ducs, et son père est complètement à fond derrière son fils légitime pour ça, hein, pour qu'il le rabaisse, Jafar, après ce qu'il a fait. Et alors que quelque temps après, il semblerait s'être un petit peu assagi en disant, ok, désolé de t'avoir fait subir ça, mais il faut bien faire comprendre certaines leçons à ses enfants, et ben il décide de le noyer. Voilà, par surprise, hein, tel un trou-duc, hein, un vrai trou-duc, et il pense l'avoir noyé. Alors là, ça c'est un truc que je trouve un peu bizarre, donc il ne respire plus, quoi, il fait plus de bulles sous l'eau, là, comme ça, là, donc apparemment il est noyé, et il envoie ses gardes l'envoyer aux ordures. Et le truc que j'ai pas très bien compris, c'est très certain, très certainement on va avoir une explication à ça, mais alors qu'il est dans les ordures, quoi, il y a une espèce de souffle magique qui revient vers lui et qui lui fait reprendre vie, en fait. Et ouais, je trouvais ça bizarre. C'est une intervention de qui, ça? Je vois pas très bien. J'ai pas bien compris ce délire là, c'est un petit peu bizarre. J'espère qu'il y aura une explication, hein, que c'est pas juste cette espèce de volonté qui a voulu qui survive ou un truc comme ça. J'espère qu'il y aura une explication. Qu'il en soit, donc plusieurs années plus tard, alors qu'il a appris la magie avec l'autre sorcière et qu'il l'a transformée en canne serpent, et ben il retourne au palais du sultan, se débarrasse facilement de tous les gardes et en prend le contrôle. Il y a même une scène assez forte où il menace la vie du sultan, qui on l'apprend est le prisonnier qui était présent depuis l'épisode 2 aux côtés de Cyrus. Et donc en menaçant la vie du sultan, il lance un défi à son fils, battons-nous à main nue et si tu gagnes, je laisserai la vie sauve à ton père. Et le petit et l'enfant légitime, je sais plus son nom, c'est pas comme si c'était important, Mirza je crois. Ouais, ça va me rappeler une chanson. Il me semble que c'est ça, ouais, Mirza. Donc, ouais, donc il demande à Mirza, ouais, battons-nous à Manu, tu pourras sauver ton père comme ça, mais il décide de se barrer, tel un abruti, parce que oui, Jafar a des pouvoirs magiques, il s'est débarrassé de tout le monde, bien entendu qu'il allait le tuer 3 secondes après avoir tourné le dos, hein. Donc voilà, il est mort comme une merde, le garçon, et à la fin, on apprend que ce que veut Jafar et ce qu'a voulu Jafar depuis tout ce temps auprès du sultan en l'ayant gardé enfermé pendant toutes ces années, c'est qu'il le reconnaisse comme son fils.
Et il ne veut pas, il ne veut pas le sultan quoi qu'il arrive. C'est très intéressant sur le principe, en termes de psychologie du personnage, je trouve ça très intéressant, que ce soit pour Jafar, à qui on donne vraiment un passé assez tragique de quelqu'un qui veut être reconnu, et déjà ça va peut-être vous rappeler quelqu'un, mais je vais y revenir dans 30 secondes. Et très intéressant aussi pour le sultan, qui était vu un petit peu comme un chic type jusqu'à présent. Vraiment, hein, le prisonnier qui était aux côtés de Cyrus, c'était plutôt le mec plutôt sympa, qu'on plaignait par rapport à tous les malheurs qui lui arrivent, le fait qu'il soit traité de cette façon-là, le fait qu'il décide de ne pas ralentir Cyrus en se sacrifiant, en restant ici enfermé, plutôt que de l'accompagner, ben, ça en faisait un chic type. Et là, ça crée un contraste assez fort avec cette espèce de sultan qu'on a vu, qui est un petit peu introduc. Légèrement introduit quand même, hein. Donc voilà, il y a ce contraste qui est très intéressant autour du personnage que j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, et ce qui est intéressant autour de Jafar, et peut-être un petit peu gênant maintenant que j'ai vu la saison 3, c'est que on apprend à la fin de l'épisode que le grand sort qu'il veut faire, c'est pas encore clair là, ce qui est dit, mais en gros, il veut changer les choses de façon à ce qu'il soit reconnu en tant que fils du sultan ou un truc comme ça, comme personne légitime du pouvoir. Ce qui semble insinuer un changement du passé, quoi qu'il arrive, un changement des événements du passé. Et vous n'avez pas fait le rapprochement, mais c'est complètement la même chose que Zelena. C'est ça le truc. Un léger problème avec ça, et je sais pas si c'est dans la saison 3 que ça a commencé, ça, parce que mine de rien, la saison 3, la première partie, c'était autour de Peter Pan, et ça n'avait rien à voir avec Zelena. J'ai le sentiment que ouais, c'est plutôt Once Upon a Time in Wonderland qui a commencé ça, et puis je sais pas, la deuxième partie de la saison 3 de Once Upon a Time a repris ça. La logique, ça voudrait plutôt être ça. Et donc, ouais, ça me fait revoir légèrement à la baisse la seconde partie de Once Upon a Time, la saison 3. Parce que ouais, si vous repompez le concept autour du personnage de Jafar dans cette série dérivée pour faire votre méchant de la deuxième partie de la saison 3, ben ouais, surtout avec si peu de temps d'écart, je trouve que c'est très faible, hein. C'est très faiblard de votre part. Sincèrement. Sachant que bon, si je dois faire la comparaison par rapport à ce que je sais pour l'instant, c'est-à-dire, je connais que cette série que jusqu'à l'épisode 7, donc je ne sais pas encore ce qui se passe après, mais pour l'instant, ouais, Jafar est plus intéressant que Selena. Ça m'embête à chaque fois de mettre en avant des personnages masculins au détriment de personnages féminins. J'arrête pas de dire, ah, je préfère tel personnage masculin et tel personnage féminin, je trouve qu'il est moins bon. Mais je suis désolé que ça tombe là-dessus, c'est pas forcément parce que je suis un mec, je trouve que les mecs sont mieux en règle générale. C'est juste que je trouve qu'en règle générale, les personnages masculins sont mieux faits dans cette série. Et je crois que c'est un peu la même chose pour Lost, hein. Je vais pas dire le contraire. Je pense que la majorité des créateurs de Lost, et donc les créateurs de cette série-là, sont des mecs, me semble-t-il. En tout cas, J.J. Abrams, c'est un mec, dernière nouvelle. Et on sent qu'ils ont plus de facilité à retranscrire des personnages masculins complexes, intéressants, que des personnages féminins complexes. Je dis pas que ça ne leur arrive pas de faire des personnages féminins complexes, intéressants. Regina est un personnage féminin complexe, intéressant, qu'on soit bien d'accord, hein. N'avez pas encore une seule seconde que je trouve que c'est un mauvais personnage. Mais dans les personnages les mieux réussis, les mieux faits, en moyenne, je trouve que les mecs sont mieux réussis. Je vous le cache pas. C'est dans cette série, hein, qu'on soit bien d'accord. Si je regarde par exemple la série Buffy, je trouve que les filles sont tout aussi bien, voire mieux réussies que les mecs. Voilà, c'est pas seulement, c'est pas un truc que je fais en règle générale. J'aimerais être clair là-dessus parce que j'ai l'impression d'envoyer ce signal-là, c'est pas le cas. Mais voilà, oui, pour l'instant, je préfère Jafar parce que Zelena, elle fait un petit peu crise d'ado dans ce qu'on a vu dans la saison 3, alors que Jafar, il est un peu plus contenu, et même si j'ai eu un petit peu de mal à accrocher, maintenant, je suis complètement dedans. Et il n'est pas aussi bien, aussi fun que le Jafar du dessin animé, hein. Comme je le dis, Jafar du dessin animé, il n'y a pas grand monde qui peut le battre pour moi. Mais ouais, cette approche, lui, est intéressante. Et je sais pas, peut-être que je l'apprécierais même davantage si j'avais pas déjà vu un petit peu cette backstory là auprès de Zelena. Un peu dommage. Mais bon, qui est arrivé en premier? Il me semble que c'est Jafar qui est arrivé en premier. Donc
Un peu bizarre, c'est un peu bizarre à dire, je sais pas, qu'est-ce qui a été écrit en premier, Zelena ou Jafar? Hein, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Quoi qu'il en soit, c'était un bon flashback très intéressant autour du personnage. Dans le présent, Jafar a ramené le père d'Alice au pays des merveilles, et donc il est un petit peu éberlué par ce qu'il voit, même s'il reste assez contenu. J'aurais espéré, lorsqu'il découvre le pays des merveilles et que Alice a dit la vérité pendant tout ce temps, qu'il affiche un peu plus d'émotion que ça. Je trouvais un petit peu plus contenu sur ce moment-là, le père d'Alice, mais voilà quoi, il retourne auprès de la Reine Rouge qui croit encore qu'il est parti, donc elle parle derrière son dos sans savoir qu'il est là. C'était un passage relativement drôle, même si c'était assez convenu. Ah, elle et sa grande bouche. Enfin bref, grâce à elle, il retrouve Alice et décide de se faire passer pour le père, pour son père, en buvant une potion et donc en essayant de prendre un petit peu habitude de ses gestes, s'il est gaucher ou droitier, ce genre de choses. Donc c'était assez finement pensé de sa part. Donc il se rend auprès d'Alice qui a pas beaucoup de soupçons que ce soit lui ou pas. Ça c'est un truc, je veux dire, c'est compréhensible au bout d'un moment qu'Alice pense que ce soit lui parce que voilà, il a fait en sorte d'avoir les mêmes gestes que lui. C'est pour ça, c'est très intelligent de sa part. Mais je trouve ça un peu bizarre qu'au bout de 15 secondes, elle ait aucun doute et ah, c'est forcément lui. Genre, oh mon dieu, il polie ses lunettes comme il le fait d'habitude, c'est forcément lui, y a rien à redire, c'est un peu bizarre. Et pareil pour Will, je veux dire, encore Alice, d'accord, elle connaît ses habitudes, je veux bien accepter un petit peu, mais Will, ok, c'est son père, je me pose pas de questions, il n'y a pas de souci. Donc il invente une excuse comme quoi il a recherché un miroir magique pour le faire revenir au pays pour le faire aller au pays des merveilles et qu'il l'a cherché pendant tout ce temps et comme par hasard il est tombé sur elle. Voilà, c'est pas une histoire complètement invraisemblable, mais c'est juste, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de moments de soupçon. C'est ça le truc. On aurait pu faire un tout petit peu plus de moments où il y avait des soupçons à ce niveau-là. Mais voilà, donc elle croit assez facilement que c'est lui. Cela étant, ça n'empêche pas qu'elle est complètement en rogne contre lui parce qu'il ne l'a jamais cru et qu'il l'a laissé pourrir dans un asile sans jamais avoir vraiment essayé de la retrouver. Et donc, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que pendant une bonne partie de l'épisode, Jafar, donc en père d'Alice, va essayer de toucher son côté sensible pour se rapprocher d'elle et faire en sorte qu'elle le croit, qu'elle le suive et tout. Et on peut voir une espèce de parallèle dans le fait que le père d'Alice n'a jamais cru en elle, a toujours essayé de la renier, n'a jamais fait attention à ce qu'elle voulait. On peut faire un parallèle entre ça et ce qu'a vécu Jafar. Et c'est très intéressant parce qu'on sent à 2-3 moments que l'acteur essaye de faire passer ça, c'est-à-dire ouais, la relation qu'elle a eue avec son père, c'est un peu similaire à celle que j'ai eue avec le mien. C'était assez touchant et c'est ce qui me fait regretter un petit peu qu'on n'ait pas fait durer ça plus longtemps. Parce que voilà, je vous le dis tout de suite, le coup du je me fais passer pour son père, ça va pas durer plus d'un épisode. Hein, il va vite se faire repérer. Et je trouve ça dommage. Je trouve que ça aurait été très intéressant de faire en sorte que ça s'étende sur 2-3 épisodes, histoire de dire qu'on montre un petit peu ça. Parce que voilà, il y a tout un passage où il invoque, sans se faire repérer, une espèce de petit dragon. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme créature, mais c'est une sorte de dragon pour s'attaquer à lui et faire en sorte qu'Alice le protège et qu'il se rapproche. Ça marche au début et très peu de temps après ça, il fait une petite boulette, c'est-à-dire que, si je me souviens bien, oui c'est ça, il ne dit pas les grâces avant de manger alors que c'est un fervent croyant, donc il aurait dû dire les grâces et c'est ça qui fait que Alice ne croit plus du tout que c'est lui et je me dis ouais c'est dommage que ça n'ait pas été plus approfondi, ça aurait été très sympa, vraiment, parce que je trouvais qu'il tenait quelque chose de bien là, et vraiment il tenait quelque chose de bien et ils auraient pu le développer plus. Mais bon voilà, maintenant qu'Alice a découvert que son père n'est pas vraiment son père, elle décide de s'éloigner de lui avec Will de façon pas du tout discrète. C'est-à-dire, Will, est-ce que tu pourrais m'aider à aller chercher du bois, s'il te plaît? Et après s'être éloigné de 20 mètres à peine, il décide de parler derrière son dos en le jetant des regards suspects vers lui, et je me dis,
Ok, vous voulez qu'il vous remarque, c'est ça? Je veux dire, à la place de Jafar, c'est normal de repérer. Je me suis fait repérer. Tant pis. Alors que vous auriez pu discuter de ça plus loin et être un tout petit peu plus intelligent. Petit détail, je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est un peu bête de votre part. Voilà, donc Jafar qui a compris, vu les signaux très évidents qu'ils ont envoyés, qu'ils ont compris que ce n'était pas lui, qui n'était pas le père d'Alice, décide de se barrer et de prendre de force le père d'Alice pour le balancer contre les rochers devant elle, en disant ok ma vieille, je peux rien faire de plus en me faisant passer pour ton père, mais je peux quand même te forcer à faire un vœu. Alors voilà, je vais balancer ton père contre les rochers, libre à toi de faire ce que tu veux. Et c'est là que le père décide d'avoir tout un speech de remords là-dessus, qui était très bien fait. J'ai trouvé que c'était très bien fait ce passage-là, où il dit ouais, je n'oserais jamais demander ton pardon après tout ce que je t'ai fait endurer et le fait de ne t'avoir jamais cru. Et donc ouais, avec tout ça, Alice est très émue par ça. Elle croyait pas que c'était son père depuis, mais là elle comprend très bien que c'est son père. Et pour l'éviter de mourir, à la dernière seconde, elle décide de souhaiter qu'il rentre chez lui sain et sauf, en Angleterre. Donc, en Angleterre victorienne. Donc, ouais, c'était un moment assez fort, avec Jafar qui a une demi-victoire, puisqu'il n'est plus qu'à un seul vœu de faire en sorte qu'Alice n'en ait plus que. Seulement, oui, une chose aussi, c'est que le père d'Alice, juste avant de mourir, lui apprend que Cyrus s'est échappé. Là aussi, c'était un dernier acte de bravoure pour aider sa fille à la fin. C'était assez joli, je veux dire, à nouveau, tout ce passage entre son père et Alice, juste avant qu'elle le renvoie chez elle, chez eux, était assez joli. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, donc c'est une sumée victoire de la part des deux parties, c'est-à-dire que Jafar a réussi à faire progresser ça en faisant en sorte qu'Alice ait fait un second vœu, et, et Alice sait maintenant que Cyrus est en vie quelque part, est libéré, et elle sait maintenant que son père la croit. Seulement voilà, et ça si, ils vont repartir sur le principe du toute magie a un prix. Mais voilà, son père étant rentré chez eux par magie, il croit que au final tout ça n'était qu'un rêve. Ah mon Dieu, le prix de la magie, c'est horrible. La magie a un prix, tout ça. Alors que j'en sais rien, mais si jamais Alice à la fin rentre en Angleterre victorienne avec son Cyrus, en expliquant un petit peu ce qui s'est passé, son père va être un peu forcé de la croire, hein. Il va pas dire ah tiens c'est bizarre que tu te souviennes comme par hasard exactement des mêmes événements que j'ai vécu dans mon soi-disant rêve. Bien entendu qu'il y a aucun problème quoi si Alice rentre en Angleterre victorienne qu'il la croira n'importe quoi. Le prix de la magie est complètement stupide. Ce truc depuis le début est complètement stupide. Je m'en rends complètement compte dans cette série dérivée maintenant c'est. Enfin quoi qu'il en soit ils sont repartis pour retrouver son chéri à Alice. Je comprends toujours pas pourquoi Jafar et la Reine Rouge ne se décident pas simplement de les enfermer et de leur forcer à faire des vœux en étant complètement sous leur contrôle. J'ai toujours du mal avec ça, hein, je ne comprends pas pourquoi, alors qu'ils savent exactement où ils se trouvent à chaque instant. Mais bref, faisons comme ça, et c'est là que ça se termine. Malgré quelques moments à déplorer et quelques passages qui auraient mérité d'être développés, c'était un bon épisode. Le premier épisode que je peux qualifier de vraiment bien. Pas seulement correct ou pas mal, mais vraiment bien. C'est facilement le mieux réussi de toute la série jusqu'à présent. Hein, de toute la série Once Upon a Time in Wonderland. Hein. Et ouais, c'était vraiment... Voilà, je vais vous dire un truc. Jusqu'à présent, il n'y a aucun épisode qui m'a donné l'impression que je regardais une grande série, c'est-à-dire une série sympatoche en plus, mais rien de sensationnel. Et là, enfin, j'ai un épisode vraiment, vraiment sympa qui me rappelle un petit peu ce que Once Upon a Time, au départ, arrivait à faire quand cette série était au mieux de sa forme. Et ouais, si ça sait bien se ressaisir à partir de là et suivre le même schéma jusqu'à la fin, ça pourrait être une série spin-off vraiment pas mal. Donc je suis pas sûr que ce sera le cas, j'en sais rien, mais pour l'instant c'était bien sympa et ça me donne vraiment envie de voir la suite. À très bientôt pour l'épisode 8, ciao.